nord, les taïgas. Au centre, les steppes à l'infini. Au sud, le désert du Gobi. Aux confins des confins, la Mongolie. Ici, on n'entend que le souffle divin de la nature, une nature extrême, balayée par les vents, et qui ne tolère tout juste que l'éphémère présence des derniers grands nomades. Le Gobi est le théâtre de tempêtes de sable aussi fréquentes qu'imprévisibles. Elles peuvent surprendre la caravane en route pour quelques nouveaux horizons, et parfois même désarticuler les yourtes les plus solidement amarrées. Espace sans limite. Puis, dans la lumière limpide de la Haute-Asie, un bruit de galop. Souples et fiers sur leurs chevaux, ils passent, ils ne font que passer. Eux, les passagers de la terre, fils du vent, héritiers de Gengis Khan, les cavaliers mongols. Au nord du pays, dans la province du Rofsroll, sur une colline surplombant un petit lac, Alten Guerel a planté les 2 yourtes familiales. Dès l'aube, il enfourche déjà son cheval pour aller voir ses troupeaux. Pendant ce temps, Tuya, son épouse, rassemble les vaches pour la première traite. Et voici Narangur et Narmanda, les 2 fillettes du couple. Le premier lait du matin revêt une valeur symbolique importante. C'est dans un geste gracieux, immuable, qu'il est offert à chaque jour naissant aux esprits du ciel, pour qu'en cette journée qui commence, il n'oublie pas de veiller sur la famille et sur le troupeau. Ah, voici Alten Guerel qui revient. Il est temps pour toute la famille de prendre son petit déjeuner. Dans la yourte familiale, nous retrouvons la grand-mère, Merten. Elle a rejoint la famille pour l'estivage et s'occuper du petit dernier. C'est une période où il y a beaucoup de travail pour nos hôtes. Et l'aide de grand-mère est précieuse. La journée commence toujours par un thé au lait salé qui sera suivi, un peu plus tard, par un plat plus consistant. Nous sommes à la sortie de l'hiver. C'est en ces journées printanières que les familles nomades quittent leur lieu d'hivernage pour rejoindre les zones de pâturage qui commencent à reverdir. Tirés par des yaks, les chariots transportent les yourtes, les ustensiles de cuisine, les malles en bois qui contiennent les objets précieux de la famille. Oh, le nomade ne s'embarrasse jamais de choses inutiles. Sa vraie richesse à lui, c'est de pouvoir se déplacer. C'est l'éphémère, dont le mouvement permanent confère un goût d'éternité. Ce matin, la famille Badé monte la yourte du grand-père. Ronde pour mieux résister au vent, elle est simplement posée sur le sol. En fait, le terme de yourte est surtout utilisé dans le Kazakhstan. Ici, on l'appelle guerre. 2 mâts centraux soutiennent le tonneau, l'armature ronde à laquelle viennent se fixer les poutrelles peintes. Il symbolise le lien entre la terre et le ciel, la cohésion de la famille qui l'habite. L'axe passé, présent, futur est censé les traverser. Après quoi, on dispose 1 ou plusieurs couches de feutrine en laine de mouton et enfin la toile de recouvrement de l'ensemble. Le tout est solidement maintenu par des sangles attachées au montant de l'unique porte de la yourte qui doit toujours être dirigée vers le sud. En pénétrant sous la yourte, un homme va directement côté ouest sous la protection du ciel.
Une femme, côté est, sous la protection du soleil. Quant à la place d'honneur réservée aux invités ou aux aînés, elle est toujours à l'opposé de la porte, contre le mur nord. Le nomade mongol ne quitte presque jamais l'ourga, cette sangle ou lasso fixée selon les besoins à l'extrémité d'une longue perche. L'ourga lui permet d'attraper les animaux les plus vifs qui viendraient à s'éloigner du gros du troupeau. Le cavalier doit plusieurs fois par jour parcourir des kilomètres de steppe pour localiser ses bêtes et les diriger vers les meilleurs pâturages. Son seul repère, c'est un peu comme pour son troupeau qui ignore toute barrière à sa liberté, l'absence de limite. Narmanda est allée s'occuper des chèvres, la voici qui rejoint maintenant la yourte familiale. Touya, sa maman, et Merten, sa grand-mère, s'y activent à préparer le premier repas de la journée. Narmanda a déjà acquis le savoir-faire des adultes quand il s'agit de pétrir la pâte qui sera mise à cuire sur le bouillon dans lequel les tripes mijotent ou qui permettra de préparer les nouilles maison. Les intestins, rincés à l'eau claire, sont farcis avec les rognons, le foie, le cœur finement haché, de la graisse et du sang, le tout assaisonné d'herbes aromatiques, d'ail et d'oignons sauvages. Un vrai régal pour la famille et ses invités. Pendant ce temps, dans la yourte de la famille Badé, deux musiciens, amis de la famille, font étape sur la route d'Oulan-Bator, où ils se rendent en prévision du Nadam tout proche, la grande fête nationale mongole. Les chanteurs de Romi, le chant diphonique mongol, puisent leur inspiration dans les bruits de la nature, le vent, les torrents, ceux de la faune sauvage et du bétail. Le Romi, nous dit ce chanteur, est originaire de la région de Khoft. Là-bas, il y a un village qui s'appelle Shanman. Ce sont des éleveurs qui essaient d'imiter le bruit de l'eau et des rivières. Le chant diphonique permet au chanteur de sortir deux sons en même temps et de les moduler à sa convenance. Avec le morinkour, la vielle cheval, et le yatak, sitar horizontal à cheval et mobile, les musiciens livrent au vent les chants pratiqués de tout temps par les éleveurs nomades. Les animaux, au premier rang desquels se trouvent l'aigle et le cheval, occupent une place essentielle dans l'univers spirituel des nomades. Ils représentent la forme initiale de l'esprit de l'homme, l'ancêtre des ancêtres. Le lien entre le Romi et les croyances chamaniques se manifeste, dit-on, par la voix des esprits, qui s'exprimerait à travers ces sons étranges qui sortent du plus profond de l'âme du chanteur. Les nomades ont développé une tradition orale extrêmement riche et toujours en mouvement. Mythes, fables, légendes, proverbes, dictons et poèmes épiques peuplent cette culture de l'oralité. Une culture où, à l'image des hommes, de leurs chevaux et de leurs yaks, les mots nomadisent au gré des vents.
Ce matin, Altengerel est parti de très bonne heure chez son beau-frère, Erden, pour préparer ensemble le prochain Nadam. Il se déroulera dans le chef-lieu de la région, à Tossonsengel. Le réveil est un peu difficile pour les enfants de la famille. Adjaro est le neveu d'Altengerel. C'est lui qui montra les chevaux de course de son père lors du Nadam. J'ai entraîné mon premier cheval quand j'avais 18 ans, me dit Altengerel. Avec ce cheval, j'ai gagné le Nadam de mon village. Ce cheval a été aussi parmi les premiers à l'occasion d'autres Nadam. Préparer les chevaux et participer au Nadam est notre passion. Erden et Altengerel préparent ensemble leurs chevaux de course. Il s'agit qu'ils soient au mieux de leur forme comme de leur apparence pour le grand jour. Erden est considéré comme l'un des meilleurs éleveurs de chevaux de la région et Altengerel espère bien profiter de ses conseils. Plusieurs fois par jour, les jeunes cavaliers montent les chevaux et les font marcher pour les échauffer, en prévision du grand Nadam, tout en chantant pour les rassurer, mais aussi pour invoquer les esprits bénéfiques. Ils entretiennent ainsi, jour après jour, cette farouche détermination à en découdre très bientôt avec leurs concurrents. Nous quittons notre petite famille et nous engageons sur la piste qui mène encore plus au nord vers les taïgas des confins de la Mongolie et de la Russie. Plus on s'approche des contrées boréales, aux limites de la Sibérie, plus les ovos sont nombreux. L'ovo symbolise le lieu de résidence des esprits. Il représente également l'axe cosmique, le lien vertical qui unit la Terre au ciel. Le voyageur doit en faire 3 fois le tour et y jeter 3 pierres ramassées sur son chemin. Il peut aussi y accrocher une écharpe de soie bleue en guise d'offrande. Nous arrivons dans les terres ancestrales des peuples du Nord, les Dakhats, les Bouriats, les Tsatan, chez lesquels le chamanisme est resté bien vivant. Au bord de ce lac Rovsrol, qui s'étire jusqu'à la frontière russe, vit l'une des femmes chamanes les plus connues de Mongolie. Elle est Dakhat et son mari Tsatan. Le chamanisme existe depuis longtemps, nous dit-elle. C'était la seule religion au monde jusqu'à l'époque de Gengis Khan. Nous sommes fiers de le perpétuer aujourd'hui. On distingue les esprits doux et les esprits méchants. Les esprits durs peuvent être appelés pour faire mourir ou séparer des amants. Par contre, les esprits doux se comportent comme des parents. Enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu pars tel jour, tel mois, dans telle direction, cela va te porter malheur. Choisis plutôt un autre jour. Le chamanisme, longtemps mis à mal avec l'expansion du bouddhisme dès le XVIIe siècle, a été pratiquement éradiqué par les bureaucrates de l'ère socialiste. Il survécut principalement dans ces régions du Nord et dans les contrées boréales des confins, aux limites de la frontière russe. Non loin de la frontière russe, un traversier improvisé nous emmène sur l'autre rive, là où les steppes se terminent pour laisser place au taïga, le pays des Tsatan. Marla fait notre offrande aux esprits de la région, le khatag, une écharpe bleue livrée au vent des Tsatan, un vent plus glacial, plus sec encore que dans les steppes. Là où le vieux 4x4 russe ne peut plus rien, les chevaux, eux, progressent à pas lents et sûrs. Petit incident de parcours, le cheval de notre interprète, Bat, vient de chuter dans un trou d'eau glacée. Il est tombé à l'eau avec son cheval, dans une eau glaciale, est en train de se changer les vêtements. Ça va, Bat?
T'es pas mouillé dans tes vêtements en dessous? Juste en bas. Et maintenant, la neige, éternelle. Celle-là que même les clémences de l'été ne parviennent à déloger. Une neige fine qui brouille le paysage. Et puis ce vent qui souffle des chansons de cœurs blessés et de voyages sans retour. Au petit matin, tout autour de nous, les voici, les reines de la taïga. Ils ont bien fière allure, ces animaux favoris des Tsatanes. On dirait plus une horde sauvage qu'un troupeau d'animaux domestiques. Peut-être sont-ils finalement un peu à l'image des hommes avec lesquels ils partagent leur liberté nomade. Descendants des plus anciens habitants de la région, les Tsatanes sont aussi appelés le peuple du renne. Ils dépendent à ce point du renne qu'ils se sont en quelque sorte collectivement identifiés à lui. Le renne est le tsa. Ils en sont le tan, le peuple. Comme tous les matins, les femmes et les enfants de la tribu rassemblent les rennes avant qu'ils ne s'éparpillent dans les marais et les taïgas environnantes. C'est le moment de la traite. Le renne a été domestiqué il y a bien longtemps. Il procure aux Tsatanes le lait, la viande et la peau dont il confectionne des vêtements. Il peut aussi se faire monture ou porter des charges impressionnantes. Il est le partenaire des adultes, l'ami et le complice des enfants. L'apprentissage de la vie, dans les pas des aînés, est un jeu pour les plus jeunes. Les petites filles vont chercher de l'eau au ruisseau. Elles font le feu, préparent le repas ou nettoient le tipi, pendant que les adultes s'occupent du troupeau. Altantuya a fait ses études à Itskoks en Russie, et pourtant, bien qu'ayant à peu près tout connu de la vie sédentaire, elle a tenu à rejoindre sa tribu dans la taïga et à élever ses enfants dans le mode de vie nomade. Si on continue de vivre avec la nature, me dit-elle, alors notre mode de vie ne devrait pas mourir. Tant que nos troupeaux de rennes continueront à grandir, alors notre vie devrait se poursuivre. Notre vie est rythmée par les rennes. Si on ne les avait plus, alors pourquoi continuerait-on à vivre ici? La vie nomade des Tsatanes, dans les pas du renne, a connu pourtant bien des interruptions au cours d'une histoire encore récente. Beaucoup d'entre eux ont été contraints à se sédentariser pendant toute la période communiste. De nos jours, il ne reste plus que 35 familles à perpétuer la vie nomade, moins de 200 personnes. Les autres ont accepté de se laisser sédentariser dans le district de Tsagannour ou les districts voisins. La chasse appartient à la tradition tsatane. Ils chassaient autrefois avec des arcs, aujourd'hui avec de vieux fusils. Ils pratiquent également le piégeage avec des techniques ancestrales. Les hommes poursuivent le renne sauvage, le cerf de montagne, le chevreuil, le renard, les petits animaux à fourrure. Parfois, ils croisent le chemin d'un ours. Il reste un animal mythique chargé de symboles et de spiritualité. À l'abri de son tipi, Altantuya nous parle de l'importance du chamanisme pour les Tsatanes. Les gens de la taïga croient au chamanisme depuis toujours, nous dit-elle, et ça va continuer comme cela. Les étrangers viennent souvent ici pour nous convertir à leurs croyances. Bien sûr, nous respectons leur religion, mais ils ne sont pas obligés de toujours chercher à nous influencer ainsi. Quand ils sont là, on les laisse parler, jusqu'à ce qu'ils repartent. On passe un bon moment, mais cela doit tout de même s'arrêter là. Ce qui attire les rennes dans ce tipi, eh bien, ce sont tout simplement les poches de sel qui sont entreposées à l'entrée. Après avoir été poursuivis durant de nombreuses années, une trentaine de familles tsatanes sont reparties dans les années 90 avec un début de liberté retrouvée, vivre sous des tipis de branches et de peaux de renne dans la taïga boréale. Même en Mongolie, où le nomadisme est une tradition millénaire, les tsatanes ont cette image trouble qu'ont chez nous les gens du voyage. Ils sont considérés comme les gitans de la taïga. Les tsatanes entretiennent une relation étroite avec les esprits de la nature, comme avec ceux des défunts.
Ils ont su préserver jusqu'à ce jour une des plus authentiques formes de chamanisme que l'on puisse observer dans ces terres froides des confins. C'est toujours à la tombée de la nuit, dans le secret d'une yourte, d'une cabane d'achat ou d'un tipi de satan, que le chaman, assisté d'un fils ou d'une épouse, officie. Les parents d'un futur chaman doivent confier l'enfant à un maître, nous dit ce chaman. Pendant 3 fois 3 jours, le maître appelle les esprits pour qu'ils le possèdent. C'était le maître qui procédait. Moi, je n'étais pas bien conscient des choses. Et puis d'un coup, l'esprit m'a possédé et j'ai à mon tour acquis les rites. Le ciel, les montagnes, les esprits de la nature, donnez-moi la force. Le visage caché sous le borto, cette coiffe étrange surmontée de plumes d'aigle, le chaman appelle les esprits avec le dunger, le tambour sacré. Les esprits sont appelés les uns après les autres. Ils sont censés se rassembler tout autour du chaman, puis ils vont le posséder à tour de rôle. Les chants du chaman, les mouvements du tambour sacré imposent le rythme qui s'accélère. Tout à coup, il se cambre. L'esprit vient d'entrer en lui. Les esprits s'expriment dans un langage ancien, inconnu de l'assistance. Seule l'épouse du chaman est en mesure de comprendre et d'interpréter les dires des esprits qui se succèdent dans le corps de l'homme possédé. Une offrande d'eau de vie circule de personne en personne. Après la mort, chaque être humain se transforme en oiseau pour mieux s'envoler vers l'autre monde. À certains moments, le chaman émet des cris d'animaux, les sifflements d'oiseaux par exemple, ou encore le son si particulier d'un coucou. Cela marque, semble-t-il, l'instant où un esprit succède à un autre. Cela peut aussi marquer le moment où les esprits libèrent le corps et le restituent à son légitime occupant. Alten Gerel et sa petite famille ont rejoint leur campement d'été du Rofsroll. Tous les amis de la famille sont là pour aider à la tonte des moutons. Si les produits dérivés du lait et de la viande constituent la ressource principale de la famille mongole, elle parvient à tirer également quelques petits compléments de ressources en vendant la laine du mouton aux coopératives locales qui la commercialiseront ensuite. Il s'agit que tout soit terminé à temps car dans quelques jours, tout le monde n'aura plus qu'une idée en tête, la préparation du prochain Nadam qui se déroulera dans le petit chef-lieu du Soum à Tosonsengel. Mais la perspective de la grande fête nationale n'est pas tout et les tâches quotidiennes ne peuvent être laissées de côté. Les garçons nettoient quotidiennement les enclos où chèvres et moutons vont être rassemblés pour la nuit. Quant aux filles, Sarah et Oyuna, elles découpent le fromage éral que l'on mettra ensuite à sécher sur le toit de la yourte. Il faut préparer des provisions en suffisance, car il va falloir nourrir nos jeunes compétiteurs et toute la famille qui va les accompagner pour les soutenir lors du Nadam de Tosonsengel. La lutte mongole, le bor, est avec les courses de chevaux la fierté du Nadam, le sport entre tous les sports. Comme tous les jeunes garçons du pays,
Adjaro et Giorgio s'amusent souvent avec les plus grands, à apprendre les postures et les gestes de ces lutteurs prestigieux, pour lesquels les Mongols vouent une admiration sans borne. Les enfants, comme toujours, s'occupent des petits animaux, des courtes pattes comme on dit ici, des chèvres, des moutons. Mais ce qui pourrait paraître comme un travail est bien plus pour eux un jeu nécessaire certes, mais dont ils s'acquittent avec une joie de vivre constante. Oyuna et Sarah commencent à préfiltrer le lait à travers une toile de jute et le reversent ensuite dans de grands seaux. Puis, il sera mis à chauffer pendant un petit moment. Pour cela, il faudra du combustible. Ce sont encore nos jeunes amis, Adjaro et Giorgio, qui se chargent d'aller récupérer un grand sac d'argoul, les bousses séchées, avec lesquelles on pourra alimenter le feu aussi longtemps que nécessaire. Le bois est rare, très rare dans la steppe mongole. Le nomade ne le gaspille pas. Avec l'argoul fourni à longueur de journée par le troupeau, on n'est jamais à court de combustible. En fin d'après-midi, il faut songer une fois encore à faire tourner les chevaux pour qu'ils puissent s'échauffer les muscles. En cette période précédant le Nadam, où que l'on soit, on entend toujours au loin les chants de ces enfants qui font marcher les chevaux et les encouragent en prévision des courses à venir. Adjaro et Giorgio sont tout excités d'avoir été choisis pour monter les meilleurs chevaux et participer aux courses du Nadam qui débutera dans quelques jours. C'est à Oulan-Bator que se tient chaque année en juillet le plus grand des Nadam. La fête nationale de la Mongolie succède toujours de quelques jours ou semaines aux Nadam régionaux ou locaux qui se déroulent à travers tout le pays de juin à début juillet. Les Mongols y convergent de tout le pays, des plus hauts dignitaires de l'État aux habitants des quartiers de yourtes ou des provinces les plus reculées. Tous se retrouvent là pour assister aux cérémonies et suivre passionnément les trois grandes épreuves reines, la lutte, les courses de chevaux et le tir à l'arc qui vont réunir les meilleurs compétiteurs. Ces compétitions rituelles ont été élevées au rang de sports nationaux en Mongolie. Le Nadam trouve ses origines au plus profond de l'histoire mongole. Une histoire qui tient d'abord de la chronique tribale, transmise au fil des générations lors des veillées intimes dans la yourte. Les plus grands champions de lutte du pays s'y confrontent sous les yeux admiratifs des jeunes lutteurs en herbe. Un peu comme les sumo au Japon, les meilleurs lutteurs sont élevés au rang de stars nationales en Mongolie. Les compétitions de tir à l'arc réunissent les archers, femmes et hommes de tout le pays. Un art précis, aux règles strictes. Un port altier, une force naturelle jamais exagérée, jamais feinte. Et toujours cette dignité mongole dans le regard, le geste, l'expression du corps. Cette grâce et cette force naturelle ont sans doute été héritées de l'époque la plus marquante de l'histoire mongole. L'histoire mongole mêle en effet dans un même souffle généalogie et épopée, chamans et archers, conflits claniques et conquêtes lointaines.
Elle ne dévoile toutefois que quelques-uns des secrets des dessous de l'histoire de l'empereur Gengis et de ses descendants. Avec une armée d'à peine 120 000 hommes, conduite par l'empereur le plus craint de tous les temps, Gengis Khan et ses successeurs, les Mongols ont conquis le plus vaste empire qui ait jamais été conquis par une même nation sur la surface de la planète. Il allait s'étendre des rives du Pacifique aux rives de l'Atlantique en Europe occidentale, de la Sibérie aux côtes de l'océan Indien. C'est à Karakorum, considérée comme l'ancienne capitale de la nation mongole, que les tenants de la tradition nomade se heurtèrent aux tentations de sédentarité issues des peuples qu'ils avaient conquis. De cette ancienne capitale, il ne reste que très peu de vestiges, répartis autour du temple Erdenetsu. Ulaanbaatar, la ville, peut-être la seule vraie grande ville de Mongolie. Mais quelle ville! Une capitale quasi mythique pour la population du pays. Une ville tentaculaire qui s'extirpe péniblement de la rigueur et de l'austérité de l'architecture imposée lors de la longue période communiste. Ici vit pratiquement la moitié de la population mongole. Mais toute médaille a son revers. Ulaanbaatar, ce sont aussi les déshérités. Nomades récemment convertis à la vie sédentaire, de plus en plus nombreux à converger vers la capitale, qui, là-bas du fond de leur steppe, avaient des allures de miroir aux alouettes. Ulaanbaatar, ce sont aussi les symboles et les monuments qui rappellent l'histoire du peuple mongol. Celle du grand Gengis Khan, bien sûr, mais aussi l'histoire plus récente des dominations et des influences chinoises et russes. Le pays mongol fut annexé par la Chine en 1756. Sa plus grande partie, la Mongolie dite extérieure, parviendra tout de même à obtenir un début d'autonomie en 1911. Ce fut ensuite l'influence du puissant voisin soviétique, les kolkhozes, qui ont été construits à travers tout le pays pour sédentariser les nomades. Nous retrouvons dans ce kolkhoze le père de notre ami Elten Guerel. Il fallut attendre 1990 et la chute du mur de Berlin pour que la Mongolie connaisse un début d'émancipation vis-à-vis de son puissant voisin russe. Ces anciens kolkhozes sont devenus aujourd'hui pour la plupart des familles nomades des endroits où elles possèdent une petite maison et où elles peuvent passer la partie la plus rude de l'hiver. Nous nous sommes mariés à 23 ans, nous dit Touya, et nous avons décidé de devenir éleveurs nomades. À l'époque, il y avait une grave crise économique et nous n'avions pas d'autre choix. C'était difficile, mais nous nous en sommes sortis. Mogi, le fils aîné de la famille Badé, ramène le troupeau de yaks. Les Mongols ont un vocabulaire propre à chaque espèce animale. Il y a ceux pour lesquels ils vouent une véritable passion, ceux qui s'éloignent sur de grandes distances comme les chevaux, les chameaux et les yaks, et puis ceux qui paissent dans les pâturages proches de la yourte, ces moutons et ces chèvres qu'ils appellent les pattes courtes, et dont la surveillance est plutôt confiée aux femmes et aux enfants. Ce matin, la tension et la patience sont déjà bien palpables au sein de notre petite famille. Chacune et chacun fait sa toilette car toute une partie de cette journée sera consacrée aux prières et au recueillement pour que le Nadam se passe sous les meilleurs auspices. Pendant la journée qui précède le début des festivités du Nadam, et dans tous les recoins de Mongolie, on se rend sur les sommets pour invoquer les esprits et y recevoir la bénédiction des moines.
Comme à Jaro, Giorgio et leur famille, les jeunes cavaliers et leurs parents, les lutteurs et les archers de tout le pays font des offrandes et en appellent au soutien spirituel. Cette coutume fut interdite entre 1930 et 1990, mais elle réapparaît de nos jours avec le retour en force de l'identité nationale et du sentiment religieux. Chacun reprend le chemin de la yourte familiale pour aller s'y recueillir. On y procède aux fumigations, on s'y recueille, on consacre avec de l'encens les harnais, les selles, les racloirs à sueur des chevaux qui vont bientôt courir. Tuya, l'épouse d'Altengerel, renforce les sangles et les lanières. Erden et son fils aîné précèdent le reste de la famille pour amener les chevaux à Tossonsengel, où se déroulera le grand nadam annuel. De l'autre côté de ces collines, du côté de la yourte familiale d'Altengerel, c'est le moment pour Narangur et Narmanda de s'occuper de la traite des chèvres. Avant que notre petite famille ne prenne à son tour le chemin de Tossonsengel, on prépare le repas du nadam. Les pierres chaudes sont placées dans la marmite où cuisent déjà les pommes de terre et la viande de chèvre. On referme ensuite le couvercle, que l'on calfeutre sur le pourtour avec du tissu mouillé. L'inhalation de la vapeur est censée apporter de multiples bienfaits pour la santé. Alors, la famille ne s'en prive pas. Mais ça n'est pas tout. Les pierres sont récupérées une à une et chacun doit les prendre en main alors qu'elles sont encore brûlantes. Il paraîtrait que c'est bon pour la santé. Attention. C'est pour la fatigue. Ah! Quant à ceux qui, comme Altengerel ou moi, souffrent du mal de dos, les pierres chaudes posées sur les lombaires auraient, si l'on en croit nos hôtes, un pouvoir incontestable. Le soleil se couche. C'est l'heure de la deuxième traite, pendant que petits et grands vont à la recherche du reste du troupeau pour le rapprocher de la yourte. Les images de ces cavaliers, qui matin et soir s'élancent à la recherche de leur troupeau, ne laissent que les traces furtives de l'éphémère. Quand le Mongol est séparé de son cheval, me dit Altengerel, il ne lui reste plus rien d'autre que la mort.
Libre et indépendant, il est à l'image de ses chevaux. Nous sommes à la veille du grand Nadam de Tosansengel, première offrande aux éléments. Quant à Orungor et Narmanda, ce sont leur maman et leur grand-mère maternelle qui se chargent de leur faire une beauté pour le grand jour. La foule arrive, grossit, enfle. Il y a des cavaliers partout, des amis heureux de se retrouver après des semaines ou des mois d'éloignement. Des lutteurs qui se préparent ou s'échauffent. Dès le premier jour, les combats des lutteurs commencent sur la pelouse du petit stade de Tosansengel. Chaque combat est précédé de la danse de l'aigle. Les premiers tours se succèdent. D'abord les débutants, puis les lutteurs confirmés, et plus tard les champions de Sumuda et Mag, les meilleurs éliminant peu à peu les plus faibles. Des dizaines de lutteurs vont ainsi s'affronter pendant ces 3 jours. Chaque lutteur a son propre assistant, le Tsatsu, qui surveille les attaques, encourage son protégé, défend ses intérêts en cas de contestation. Le premier lutteur qui touchera terre avec un genou, un coude ou le dos aura perdu. Le lutteur qui passera 9 tours sera déclaré champion du Nadam. Les courses de chevaux se déroulent simultanément. Pendant 3 jours, elles vont se succéder les unes aux autres en même temps que les combats des lutteurs. Chevaux et cavaliers s'affrontent sur plusieurs distances, 2, 15, 30 km. Les courses sont organisées par classe d'âge des chevaux. Et c'est parti. Les chevaux écument, ruissellent, donnent tout ce qu'ils peuvent. Les voilà qui approchent de la ligne d'arrivée. Celle-ci est la course des chevaux dits de grand âge, 7 ans et plus. Et voici notre petit Adjaro. Il arrive 4e de cette première course. C'est prometteur pour la suite, car le cheval qu'il monte pour cette course-là n'est pas le meilleur de son père Erden, même si, lorsqu'il était plus jeune, il a gagné quelques courses importantes. Le soir venu, la steppe retrouve son calme et sa sérénité. On entend le vent qui tourne, la nouvelle saison qui s'annonce, quand les couleurs jaunes de la steppe brûlée par les neiges rejoignent le bleu du ciel, pour virer enfin au vert chatoyant des prairies nouvelles. Le village de Tosansengel donne l'impression de vouloir s'endormir. En fait, il n'en est rien. Aux premières heures du soir, la salle des fêtes se remplit. La soirée se poursuivra jusque bien tard dans la nuit, avec un petit spectacle de chant et de danse, certains des plus traditionnels, d'autres beaucoup plus avant-gardistes. Dès
Dès les premières heures de l'aube, les combats de lutte et les courses de chevaux reprennent. Les étalons, puis les chevaux de 4 ans. Erden a engagé cette fois son meilleur cheval. Plus de 60 chevaux à leur jeune cavalier se défient à présent. Adjaro pousse sa monture autant qu'il peut. Il est petit, léger. Il sait obtenir le meilleur du cheval qu'il monte sans jamais le brusquer. Cette fois, Adjaro a gagné. Il vient de remporter la course la plus importante du Nadam, celle des chevaux de 4 ans. Une foule d'admirateurs tente de toucher l'animal pour s'approprier un peu de cette sueur bénéfique, censée apporter la chance et la prospérité pour celui qui s'en imprègne. Et voici le moment, tant attendu, où les vainqueurs sont cités et honorés par les notables de la région. La jument beige d'Erden reçoit la médaille d'or du Nadam. Adjaro, notre jeune cavalier, se voit remettre un diplôme. On lui fait boire un peu d'Erak, le lait de jument fermenté. Erden est fier de son fils Adjaro et de ses 2 chevaux. Les cadeaux et les récompenses pleuvent. Il y a même un téléviseur pour le gagnant. C'est un immense honneur pour la famille d'Adjaro et tout particulièrement pour son père, Erden. Mais le Nadam n'est pas encore terminé. Les 2 finalistes des combats de lutte entrent cette fois sur le stade. Les 2 hommes s'empoignent. Ça n'est pas l'impact qui est utilisé dans la lutte mongole, mais le savoir saisir, le savoir surprendre. Si le combat s'éternise, alors le Tsatsoul stimule son poulain en lui assénant une claque sur le derrière. L'Akbasuren a gagné. Il est Arslan. Il est lion. La foule se bouscule pour récupérer un peu de sa sueur. Elle est censée apporter, tout comme la sueur du cheval vainqueur du Nadam, force et prospérité pour la famille de celui qui s'en approprie, ne serait-ce qu'une goutte. Le Nadam est terminé pour Adjaro et sa cousine Narmanda. Avec leur ami, Batpouref, ils se dépêchent d'aller déguster les derniers beignets, les rochos du Nadam, une des spécialités incontournables de Mongolie. Au centre du village de Tosansengen, dans la cabane en bois de grand-mère Merten, Adjaro est impatient de brancher la télévision toute neuve qu'il vient de recevoir des mains du maire du village pour récompenser sa victoire. Ainsi, à chaque fois que les enfants séjourneront à Tosansengen chez leur grand-mère pour les périodes scolaires, ils pourront profiter de cette télévision, gagnée au prix de l'effort et de la volonté d'Erden, de son fils Adjaro, mais aussi de la sueur de leurs chevaux. Après cette trépidante journée du Nadam, Altengerel, Erden et leurs enfants comblés retrouvent leur yourte et leurs troupeaux dans la steppe. Il est temps de reprendre le cours de la vie au quotidien, les longues chevauchées,
de prendre soin à nouveau des troupeaux, des yaks, des moutons, des chevaux, des museaux chauds, des museaux froids, des pattes courtes. Pendant ces quelques jours d'absence d'Altengerel, alors qu'il participait avec sa famille au Nadam, un loup a attaqué ses chevaux. Le poulain a été sérieusement blessé, mais sans doute protégé par les adultes, il a pu échapper au croc du prédateur. Ici, pour les animaux comme pour les hommes, il n'y a pas de limite, ni d'espace, ni de temps. Une fois que les soins sont terminés, alors que le soleil termine déjà sa course, Altengerel ouvre bien vite les barrières de l'enclos pour rendre à ses chevaux les espaces infinis de la steppe. Cette absence de limite, c'est la liberté nomade, l'inestimable et immatérielle richesse des fils du vent. À l'image de ces trop rares peuples sages et de ces cultures minoritaires dont nous avons la chance d'être encore les contemporains, les derniers grands nomades sont comme d'ultimes touches de couleur rebelles sur le grand tissu du monde. Il reste à espérer que les fils du vent continueront longtemps encore à mêler leur voix au souffle de la nature et qu'ils demeureront bien plus qu'un simple souvenir, fragilement brodé sur la toile de la mémoire collective. 노타그 홀로사는 헛 노점슨 돈담은 불즈해요 노린 쇼 포차하라 타니가 도티마르 도드마라 wallah 나라타요 샤르글데 하라와도 나메가 안기슨 에찌민데호